Bonjour Alain. Bonjour Stéphanie. Alain, tu es un professionnel de la coiffure, tu exerces au sein du salon de coiffure Robin Gauthier à Saint-Joseph. Tout à fait. Partenaire officiel de la coiffure sur Miss Réunion. Exactement. Marie-Véronique s'est fait la réflexion, pourquoi il n'y en a pas une qui a une queue de cheval? Effectivement, on ne voit jamais une Miss avec une queue de cheval. Alors nous, en tant que coiffeur, je n'ai pas vraiment la réponse à lui donner. C'est vrai que nous, le genre d'indication qu'on a pour les coiffures des prétendantes au titre de Miss Réunion, c'est le plus naturel possible. Tu peux nous expliquer comment faire une parfaite queue de cheval? Eh bien, écoutez, si vous voulez, je vais vous montrer sur Loris. Aujourd'hui, on va lui faire une queue de cheval un peu 70s. En 10 minutes chrono, c'est une coiffure parfaite. On va commencer par faire une séparation. Cette séparation sera bien nette. La séparation se fait de la pointe du sourcil à l'autre pointe du sourcil. En fait, on va tracer un rectangle, tout simplement. Très bien. Le coin de chaque rectangle va se situer à la pointe du sourcil de la demoiselle. Très bien. On rejoint ces points jusqu'au sommet de la tête, puis on réserve pour tout à l'heure. Avec ce qui reste, de détacher, on va faire la queue de cheval. Donc pour bien lisser le cheveu au départ, un petit truc de coiffeur, mettez un peu de laque sur les contours, mettez-la relativement de près pour humidifier légèrement le cheveu. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, par contre mettez de près. Comme vous le voyez, on a un lissage parfait. On attache la queue de cheval, il n'y a pas une mèche qui dépasse, c'est important quand même pour une queue de cheval, il faut que ce soit très bien lissé. On va séparer en 3 parties et on va crêper au niveau de la racine. Qu'est-ce que c'est que le crêpage? C'est peigner le cheveu dans le sens inverse de son tombé naturel. D'accord. En fait, ça va créer un volume au niveau de la racine. Ce volume, on va le fixer avec de la laque et ça va nous donner un volume qui ne bougera absolument pas. Il y a des queues de cheval avec des cheveux autour de la queue. Exactement, c'est ce qu'on conseille d'ailleurs de faire en général. Pour cacher l'élastique. Voilà, pour cacher l'élastique, c'est beaucoup plus classe quand c'est caché. Et au plus vous allez prendre une mèche large pour entourer la queue de cheval, au plus l'effet sera très très joli. Bonjour Yves. Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes. Yves, merci de nous recevoir dans ton bel établissement. Avec grand plaisir. Qui a une belle enseigne qui revendique le chocolat. Donc les gammes de cosmétiques à base de chocolathérapie. Nous avons aujourd'hui une question de Sylviane. Oui. Sylviane qui a 43 ans, qui est très bio. Elle est très branchée bio, oui. Elle fait attention parce qu'elle a eu des réactions. Comment est-ce qu'on peut rassurer Sylviane sur l'utilisation de la fève de cacao, du concept chocolathérapie? Oui. Bio, pas bio? Alors avant d'engager le débat sur bio, pas bio, d'abord naturel ou pas naturel. C'est ce qui me semble très important. Sur ces dernières années, on a entendu tout et son contraire. Le grand public, fort heureusement, a accès à un certain nombre de reportages et d'émissions d'ampleur nationale qui expliquent ce qu'il y a derrière ces fameux labels. Tout d'abord, la première des garanties que nous donnons à travers Chocolathérapie, c'est que ce sont des produits 100% naturels qui respectent l'actif principal, le cacao, à son état 100% naturel, sans adjonction de matières pétrolifères, de dérivés chimiques. Il n'y a que du cacao. C'est très important. Ce cacao est-il bio? La réponse est non. En fait, quand on dit bio, c'est une charte, c'est une obligation de respecter un plan de récolte, un plan de semage. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre aux filles à ce niveau-là? Alors, pour nous, le bio n'est pas un avantage. S'agissant du cacao, si nous rentrions dans les chartes bio, rappelons d'abord ce que c'est. Le bio, c'est un peu comme si toi et moi, Stéphanie, aujourd'hui, on créait un diplôme et qu'on se le remettait. Voilà. Moi, j'aurais un peu de doute sur la valeur de ce diplôme. Ce sont des organisations qui se connaissent et se comprennent et qui ont mis sur le marché un label auquel il faut adhérer. Libre à chacun, dans sa conscience de fabricant, d'y adhérer ou pas. Il se trouve qu'en l'occurrence, pour nous, le cacao n'est pas respecté quand il entre dans la filière bio. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le bio n'est pas forcément bon et naturel. Il faut vraiment... Mais là, je reviens justement à ce débat grand public qui a lieu. Il est très sain et positif. Plus on avance et plus on découvre ce qu'il y a là-dessous. Oui, tout à fait. En l'occurrence, notre cacao, nous, est 100% naturel. Passer par le bio nous obligerait à nous priver d'une certaine fraction du cacao qui est nécessaire pour nous et qui est naturel, mais qui pourtant serait mise à l'écart par la charte bio. Donc le bio ne nous intéresse pas en tant que tel. Et j'invite toutes les consommatrices, toutes les filles et leurs secrets à se souvenir que le bio est une chose intéressante en soi, mais qu'il n'est absolument pas l'alpha et l'oméga d'une bonne qualité d'un produit cosmétique.
Raïssa. Salut Mélanie. Raïssa, tu es blogueuse depuis plus de 3 ans. Tu as un blog qui s'appelle Be Happy. Tout à fait. Et ensemble, aujourd'hui, on va répondre à la question d'Anne-Sophie. Elle a 24 ans et elle se demande, finalement, un blog, est-ce que c'est pas un petit peu de la publicité déguisée ? Alors ça dépend de quel angle on le voit. Effectivement, quand on va sur un blog, on voit des carrés publicitaires comme sur un site internet, ou sinon on peut voir aussi ce qu'on appelle des publi-reportages. Donc ce sont des marques qui font appel à des leaders d'opinion, des blogueurs, pour parler d'un nouveau produit, d'une nouvelle marque, d'une nouvelle tendance. Et ces blogueurs vont mettre en place tout ce qu'on appelle une stratégie pour faire connaître cette marque. En fait, un blogueur va pouvoir gagner de l'argent grâce à des marques, puisque ces marques sont attirées par une sorte de, comme tu le disais, un marketing qui est différent d'une campagne de pub traditionnelle. Complètement, puisque ce qui est intéressant avec un blogueur, c'est qu'il arrive à fonder une communauté sur une ligne éditoriale bien précise, sur un sujet bien précis et un domaine d'activité bien précis. Donc pour mon cas par exemple, c'est les nouvelles tendances, les dernières tendances. Donc quand une marque sort un nouveau produit, peut venir me voir pour dire écoutez, si vous voulez faire la promotion de ce produit, c'est une façon de faire appel à quelqu'un qui va pouvoir donner son avis en ayant une relation assez fidèle avec son lectorat. Les lecteurs te font confiance, ils font confiance à ton blog. Finalement, ils vont suivre ton avis. Si tu leur dis ce produit est génial, ils vont avoir envie de l'essayer. Mais si en plus tu leur montres que tu es sincère, il y a une sorte de rapport de confiance entre la marque et toi et la marque et donc ton public. Et donc si toi tu dis bon, il y a peut-être des points négatifs dans le produit, mais il y a aussi des points positifs, les gens quelque part se sentent proches du produit et ont confiance en ce produit. Voilà, tout à fait. Comme le blogueur, il peut nuancer son avis et donner vraiment l'avis qu'il a sur un produit, donc chose qui ne se fait pas sur un autre support, par exemple. Donc quand on voit une description dans la presse ou autre, ça nous donne pas forcément une idée d'une personne qui l'a testé ou qui l'a eu en main et qui peut donner un avis quand même assez intéressant. Donc finalement, c'est un peu un publi-reportage comme on peut le voir dans les magazines. Voilà, sauf que c'est personnalisé selon le lectorat. Très bien, merci beaucoup Raïssa. Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, tu es psychologue. Oui. Ensemble, on va répondre aujourd'hui à la question d'Agathe. D'accord. Agathe, elle a 21 ans et elle a un gros dilemme, elle a un gros problème en ce moment. Elle nous écrit qu'elle n'arrête pas de penser à son ex toute la journée. C'est devenu une obsession et ça la rend folle. Elle aimerait savoir comment faire pour pouvoir ne plus penser, se détacher de lui, quoi. Oui, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus difficile après une rupture, c'est d'arriver à oublier l'autre. Souvent, d'ailleurs, quand on en arrive à la rupture, c'est que les choses étaient difficiles avant et dans le couple, ça n'allait pas. Ouais. Donc, très souvent, l'un des deux fait en sorte de s'adapter beaucoup à l'autre, de prendre sur soi, de faire plaisir et du coup, va se perdre dans cette relation. Et finalement, quand on arrive à la rupture, c'est très très douloureux parce qu'on ne se retrouve pas, on ne sait plus s'aimer, on ne sait plus prendre soin de soi, on ne sait plus faire qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Donc finalement, après la rupture, la meilleure manière de ne plus penser à son ex, c'est de prendre du temps pour soi, de faire des choses pour soi et de se retrouver, de réapprendre à s'aimer en fait. Voilà, faire des choses qu'on a envie, faire de nouvelles choses aussi, faire de nouvelles découvertes pour se changer les idées et puis pour réapprendre à vivre sans l'autre. Comment on peut arriver à faire le deuil d'une relation ? Parce que c'est vrai que c'est difficile une rupture et c'est difficile d'oublier son ex parce qu'on a vécu plein de choses avec lui assez fortes. Alors ça prend du temps, il faut laisser le temps au temps comme on dit. Il y a un deuil comme vous l'avez dit et un deuil ça prend plusieurs mois. Donc selon le temps que vous avez passé avec cette personne, ça sera plus ou moins long. Et puis selon aussi ce que vous devez réapprendre à vivre tous les jours, si vous avez dû changer de lieu d'habitation aussi. Voilà, c'est des repères à retrouver. C'est vraiment se reconstruire et souvent aussi on se sent dévalorisé, on se culpabilise par rapport à cette rupture et justement il faut apprendre à accepter, ne pas ressasser sans arrêt le passé, ne pas se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû dire et finalement accepter. Finalement accepter, je crois que c'est vraiment ça, accepter, l'acceptation c'est très important. Oui.
ne pas refaire l'histoire avec des cycles, comme on dit. On aurait pu faire beaucoup de choses et finalement, c'est fait, donc l'accepter et aller de l'avant. Voilà, accepter, c'est se déculpabiliser, c'est de nouveau se donner de la valeur pour soi et puis pour les autres également. Est-ce que c'est important d'être entouré à ce moment-là, Oui. de voir des amis, du monde? Ça sera beaucoup plus facile, effectivement, si on est entouré. Très bien, merci beaucoup Christelle. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles, nous rentrons de vacances. Ça y est, les vacances c'est fini, c'est la rentrée. Manon, il faut absolument que tu nous aides aujourd'hui. Nous avons Déborah qui rentre de vacances, qui a 30 ans, qui a un bronzage sublimé de la plage, de ses excursions, et qui commence à penser au moment où elle va le perdre. Oui. Quel conseil tu peux donner à Déborah pour ne pas perdre son bronzage et son teint lumineux, en fait. Et son moral par la même Et occasion. son moral, tout à fait, par la même occasion, les filles. Donc, au niveau de son teint, pour vraiment le faire perdurer, il va falloir vraiment qu'elle soigne sa peau, déjà. Donc, Déborah, il va falloir que tu fasses des gommages, donc adaptés à ton type de peau. Donc, je suppose que tu as une peau qui est plutôt sèche, vu que tu rentres de vacances, plutôt déshydratée. Ensuite, il faut que tu appliques un masque hydratant. Voilà, donc un masque hydratant très important pour vraiment apporter de l'eau à la peau, qui en manque d'eau à cause du soleil qu'elle a pu avoir pendant vos vacances. Au niveau du maquillage, il va falloir privilégier plutôt les illuminateurs et les poudres de soleil. Pour avoir un résultat transparent. On va dire, voilà, un résultat transparent et puis léger. Ouais, pour qu'on voit quand même qu'on est bronzé, quoi. Voilà, Pour ça pouvoir, fasse pas transparaître le bronzage. D'accord, tout à fait. ok. Voilà. Et après, au niveau des yeux, des lèvres, quelque chose qui vous égaye le teint, voilà. Quelque chose qui vous va bien et dans lequel vous êtes à l'aise et vous vous sentez, on va dire, encore en vacances. D'accord, Voilà. ok. Au niveau de la poudre, par contre, très important, donc y aller vraiment avec main légère et ne pas mettre une poudre qui est trop foncée par rapport à votre teint parce que vous allez avoir un teint qui va être rouge, du coup. Donc ça, c'est très ça varie important. les couleurs des poudres. Voilà, ça va varier les couleurs D'accord. des poudres. Donc si vous avez une peau qui est plutôt caramel, vous allez prendre une poudre de soleil qui est plutôt irisée, par exemple. Alors, quand tu nous dis une peau caramel, c'est-à-dire une couleur de teint de base ou une couleur de bronzage? Parce De que là, bronzage, finalement... de bronzage, on D'accord. se base toujours sur la teinte qu'on a actuellement. D'accord, Voilà. très bien, ok. Donc, choisir sa couleur de poudre de soleil en rapport avec sa couleur de carnation actuelle. Voilà. D'accord, super. Bon, je pense que là, on est tout équipé, on a tous les renseignements. J'espère que vous avez bien noté. Pas de panique, si vous avez raté des petites phrases de Manon, vous pouvez nous retrouver sur la page fan ainsi que le site de Secrets de Filles. Merci beaucoup, Manon. Merci. À bientôt, les Stéphanie. filles. Au Ciao, revoir. ciao.